La Chartreuse de Parme, par Stendhal, partie 15 du livre audio, chapitre 26. Les seuls instants pendant lesquels Fabrice eut quelque chance de sortir de sa profonde tristesse étaient ceux qu'il passait caché derrière un carreau de vitre, par lequel il avait fait remplacer un carreau de papier huilé à la fenêtre de son appartement vis-à-vis le palais Contarini, où, comme on sait, Clélia s'était réfugiée. Le petit nombre de fois qu'il l'avait vue depuis qu'il était sorti de la citadelle, il avait été profondément affligé d'un changement frappant et qui lui semblait du plus mauvais augure. Depuis sa faute, la physionomie de Clélia avait pris un caractère de noblesse et de sérieux vraiment remarquable. On eût dit qu'elle avait 30 ans. Dans ce changement si extraordinaire, Fabrice aperçut le reflet de quelque ferme résolution. À chaque instant de la journée, se disait-il, elle se jure à elle-même d'être fidèle aux vœux qu'elle a faits à la Madone, et de ne jamais me revoir. Fabrice ne devinait qu'en partie les malheurs de Clélia. Elle savait que son père, tombé dans une profonde disgrâce, ne pouvait rentrer à Parme et reparaître à la cour, chose sans laquelle la vie était impossible pour lui, que le jour de son mariage avec le marquis de Crescenzi. Elle écrivit à son père qu'elle désirait ce mariage. Le général était alors réfugié à Turin et malade de chagrin. À la vérité, le contre-coup de cette grande résolution avait été de la vieillir de 10 ans. Elle avait fort bien découvert que Fabrice avait une fenêtre vis-à-vis le palais Contarini. Mais elle n'avait eu le malheur de le regarder qu'une fois. Dès qu'elle apercevait un air de tête ou une tournure d'homme ressemblant un peu à la sienne, elle fermait les yeux à l'instant. Sa piété profonde et sa confiance dans le secours de la Madone étaient désormais ses seules ressources. Elle avait la douleur de ne pas avoir d'estime pour son père. Le caractère de son futur mari lui semblait parfaitement plat et à la hauteur des façons de sentir du grand monde. Enfin, elle adorait un homme qu'elle ne devait jamais revoir, et qui pourtant avait des droits sur elle. Cet ensemble de destinées lui semblait le malheur parfait, et nous avouerons qu'elle avait raison. Il eût fallu, après son mariage, aller vivre à 200 lieues de Parme. Fabrice connaissait la profonde modestie de Clélia. Il savait combien toute entreprise extraordinaire, et pouvant faire anecdote, si elle était découverte, était assurée de lui déplaire. Toutefois, poussé à bout par l'excès de sa mélancolie et par ses regards de Clélia qui constamment se détournaient de lui, il osa essayer de gagner 2 domestiques de madame Contarini, sa tante. Un jour, à la tombée de la nuit, Fabrice, habillé comme un bourgeois de campagne, se présenta à la porte du palais, où l'attendait l'un des domestiques gagnés par lui. Il s'annonça comme arrivant de Turin et ayant pour Clélia des lettres de son père. Le domestique alla porter son message et le fit monter dans une immense antichambre au premier étage du palais. C'est en ce lieu que Fabrice passa peut-être le quart d'heure de sa vie le plus rempli d'anxiété. Si Clélia le repoussait, il n'y avait plus pour lui d'espoir de tranquillité. Afin de couper court aux soins importuns dont m'accable ma nouvelle dignité, j'ôterai à l'église un mauvais prêtre, et, sous un nom supposé, j'irai me réfugier dans quelque chartreuse. Enfin, le domestique vint lui annoncer que mademoiselle Clélia Conti était disposée à le recevoir. Le courage manqua tout à fait à notre héros. Il fut sur le point de tomber de peur en montant l'escalier du second étage. Clélia était assise devant une petite table qui portait une seule bougie. À peine elle eut reconnu Fabrice sous son déguisement qu'elle prit la fuite et alla se cacher au fond du salon. « Voilà comment vous êtes soigneux de mon salut !» lui cria-t-elle en se cachant la figure avec les mains. « Vous le savez pourtant, lorsque mon père fut sur le point de périr par suite du poison, je fis vœu à la Madone de ne jamais vous voir. Je n'ai manqué à ce vœu que ce jour, le plus malheureux de ma vie, où je crus en conscience devoir vous soustraire à la mort. C'est déjà beaucoup que,
par une interprétation forcée et sans doute criminelle, je consente à vous entendre. » Cette dernière phrase étonna tellement Fabrice qu'il lui fallut quelques secondes pour s'en réjouir. Il s'était attendu à la plus vive colère et à voir Clélia enfuir. Enfin, la présence d'esprit lui revint et il éteignit la bougie unique. Quoiqu'il crût avoir bien compris les ordres de Clélia, il était tout tremblant en avançant vers le fond du salon où elle s'était réfugiée derrière un canapé. Il ne savait s'il ne l'enfoncerait pas en lui baisant la main. Elle était toute tremblante d'amour et se jeta dans ses bras. « Cher Fabrice, lui dit-elle, combien tu as tardé de temps à venir. Je ne puis te parler qu'un instant, car c'est sans doute un grand péché. Et lorsque je promis de ne te voir jamais, sans doute j'entendais aussi promettre de ne point te parler. Mais comment as-tu pu poursuivre avec tant de barbarie l'idée de vengeance qu'a eue mon pauvre père ? Car enfin, c'est lui d'abord qui a été presque empoisonné pour faciliter ta fuite. Ne devais-tu pas faire quelque chose pour moi qui ai tant exposé ma bonne renommée afin de te sauver ? Et d'ailleurs, te voilà tout à fait lié aux ordres sacrés. Tu ne pourrais plus m'épouser quand même, je trouverais un moyen d'éloigner cet odieux marquis. Et puis, comment as-tu osé, le soir de la procession, prétendre me voir en plein jour et violer ainsi, de la façon la plus criante, la sainte promesse que j'ai faite à la Madone ? Fabrice la serrait dans ses bras, hors de lui de surprise et de bonheur. Un entretien qui commençait avec cette quantité de choses à se dire ne devait pas finir de longtemps. Fabrice lui raconta l'exacte vérité sur l'exil de son père. La duchesse ne s'en était mêlée en aucune sorte, par la grande raison qu'elle n'avait pas cru un seul instant que l'idée du poison appartint au général Conti. Elle avait toujours pensé que c'était un trait d'esprit de la faction Raversi, qui voulait chasser le comte Mosca. Cette vérité historique longuement développée rendit Clélia fort heureuse. Elle était désolée de devoir haïr quelqu'un qui appartenait à Fabrice. Maintenant, elle ne voyait plus la duchesse d'un œil jaloux. Le bonheur que cette soirée établit ne dura que quelques jours. L'excellent don Césarée arriva de Turin, et, puisant de la hardiesse dans la parfaite honnêteté de son cœur, il osa se faire présenter à la duchesse. Après lui avoir demandé sa parole de ne point abuser de la confiance qu'il allait lui faire, il avoua que son frère, abusé par un faux point d'honneur, et qui s'était cru bravé et perdu dans l'opinion par la fuite de Fabrice, avait cru devoir se venger. Don Césarée n'avait pas parlé 2 minutes que son procès était gagné. Sa vertu parfaite avait touché la duchesse, qui n'était point accoutumée à un tel spectacle. Il lui plut comme nouveauté. Hâtez le mariage de la fille du général avec le marquis Crescenzi. Et je vous donne ma parole que je ferai tout ce qui est en moi pour que le général soit reçu comme s'il revenait de voyage. Je l'inviterai à dîner. Êtes-vous content ? Sans doute, il y aura du froid dans les commencements, et le général ne devra point se hâter de demander sa place de gouverneur de la citadelle. Mais vous savez que j'ai de l'amitié pour le marquis, et je ne conserverai point de rancune contre son beau-père. » Armé de ces paroles, Don Césarée vint dire à sa nièce qu'elle tenait en ses mains la vie de son père, malade de désespoir. Depuis plusieurs mois, il n'avait paru à aucune cour. Clélia voulut aller voir son père, réfugié, sous un nom supposé, dans un village près de Turin, car il s'était figuré que la cour de Parme demandait son extradition à celle de Turin pour le mettre en jugement. Elle le trouva malade et presque fou. Le soir même, elle écrivit à Fabrice une lettre d'éternelle rupture. En recevant cette lettre, Fabrice, qui développait un caractère tout à fait semblable à celui de sa maîtresse, alla se mettre en retraite au couvent de Véléja, situé dans les montagnes, à 10 lieues de Parme. Clélia lui écrivait une lettre de 10 pages. Elle lui avait juré jadis de ne jamais épouser le marquis sans son consentement. Maintenant, elle le lui demandait, et Fabrice le lui accorda du fond de sa retraite de Véléja par une lettre remplie de l'amitié la plus pure. En recevant cette lettre, dont, il faut l'avouer, l'amitié l'irrita, Clélia fixa elle-même le jour de son mariage, dont les fêtes
vinrent encore augmenter l'éclat dont brilla cet hiver la cour de Parme. Ranucci Ernest V était avare au fond, mais il était éperdument amoureux, et il espérait fixer la duchesse à sa cour. Il pria sa mère d'accepter une somme fort considérable et de donner des fêtes. La grande maîtresse sut tirer un admirable parti de cette augmentation de richesse. Les fêtes de Parme, cet hiver-là, rappelèrent les beaux jours de la cour de Milan et de cet aimable prince Eugène, vice-roi d'Italie, dont la bonté laisse un si long souvenir. Les devoirs du coadjuteur l'avaient rappelé à Parme, mais il déclara que, par des motifs de piété, il continuerait sa retraite dans le petit appartement que son protecteur, monseigneur Landriani, l'avait forcé de prendre à l'archevêché. Et il alla s'y enfermer, suivi d'un seul domestique. Ainsi, il n'assista à aucune des fêtes si brillantes de la cour, ce qui lui valut à Parme et dans son futur diocèse une immense réputation de sainteté. Par un effet inattendu de cette retraite, qu'inspirait seule à Fabrice sa tristesse profonde et sans espoir, le bon archevêque Landriani, qui l'avait toujours aimé, et qui, dans le fait, avait eu l'idée de le faire coadjuteur, conçut contre lui un peu de jalousie. L'archevêque croyait avec raison devoir aller à toutes les fêtes de la cour, comme il est d'usage en Italie. Dans ces occasions, il portait son costume de grande cérémonie, qui, à peu de choses près, est le même que celui qu'on lui voyait dans le chœur de sa cathédrale. Les centaines de domestiques réunis dans l'antichambre en colonnade du palais ne manquaient pas de se lever et de demander sa bénédiction à monseigneur, qui voulait bien s'arrêter et la leur donner. Ce fut dans un de ces moments de silence solennel que monseigneur Landriani entendit une voix qui disait « Notre archevêque va au bal et monsignor del Dongo ne sort pas de sa chambre. » De ce moment prit fin à l'archevêché l'immense faveur dont Fabrice y avait joui. Mais il pouvait voler de ses propres ailes. Toute cette conduite, qui n'avait été inspirée que par le désespoir où le plongeait le mariage de Clélia, passa pour l'effet d'une piété simple et sublime, et les dévotes lisaient, comme un livre d'édification, la traduction de la généalogie de sa famille, où perçait la vanité la plus folle. Les libraires firent une édition lithographiée de son portrait qui fut enlevée en quelques jours, et surtout par les gens du peuple. Le graveur, par ignorance, avait reproduit autour du portrait de Fabrice plusieurs des ornements qui ne doivent se trouver qu'au portrait des évêques, et auxquels un coadjuteur ne saurait prétendre. L'archevêque vit un de ces portraits, et sa fureur ne connut plus de bornes. Il fit appeler Fabrice et lui adressa les choses les plus dures, et dans des termes que la passion rendit quelquefois fort grossiers. Fabrice n'eut aucun effort à faire, comme on le pense bien, pour se conduire comme l'eût fait Fénelon en pareille occurrence. Il écouta l'archevêque avec toute l'humilité et tout le respect possible, et, lorsque ce prélat eut cessé de parler, il lui raconta toute l'histoire de la traduction de cette généalogie faite par les ordres du comte Mosca à l'époque de sa première prison. Elle avait été publiée dans des fins mondaines et qui toujours lui avaient semblé peu convenables pour un homme de son état. Quant au portrait, il avait été parfaitement étranger à la seconde édition comme à la première. Et le libraire lui ayant adressé à l'archevêché pendant sa retraite 24 exemplaires de cette seconde édition, il avait envoyé son domestique en acheter un 25e. Et, ayant appris par ce moyen que ce portrait se vendait 30 sous, il avait envoyé 100 francs comme paiement des 24 exemplaires. Toutes ces raisons, quoique exposées du ton le plus raisonnable par un homme qui avait bien d'autres chagrins dans le cœur, portèrent jusqu'à l'égarement la colère de l'archevêque. Il alla jusqu'à accuser Fabrice d'hypocrisie. « Voilà ce que c'est que les gens du commun, se dit Fabrice, même quand ils ont de l'esprit. » Il avait alors un souci plus sérieux. C'étaient les lettres de sa tante, qui exigeaient absolument qu'il vînt reprendre son appartement au palais Sanseverina, ou que du moins il vînt la voir quelquefois. Là, Fabrice était certain d'entendre parler des fêtes splendides données par le marquis Crescenzi à l'occasion de son mariage. Or,
c'est ce qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter sans se donner en spectacle. Lorsque la cérémonie du mariage eut lieu, il y avait 8 jours entiers que Fabrice s'était voué au silence le plus complet, après avoir ordonné à son domestique et aux gens de l'archevêché avec lesquels il avait des rapports de ne jamais lui adresser la parole. Monsignor Landriani, ayant appris cette nouvelle affectation, fit appeler Fabrice beaucoup plus souvent qu'à l'ordinaire et voulut avoir avec lui de fort longues conversations. Il l'obligea même à des conférences avec certains chanoines de campagne qui prétendaient que l'archevêché avait agi contre leurs privilèges. Fabrice prit toutes ces choses avec l'indifférence parfaite d'un homme qui a d'autres pensées. « Il vaudrait mieux pour moi, pensait-il, me faire chartreux. Je souffrirais moins dans les rochers de Véléja. » Il alla voir sa tante et ne put retenir ses larmes en l'embrassant. Elle le trouva tellement changé, ses yeux, encore agrandis par l'extrême maigreur, avaient tellement l'air de lui sortir de la tête, et lui-même avait une apparence tellement chétive et malheureuse, avec son petit habit noir et râpé de simple prêtre, qu'à ce premier abord, la duchesse, elle aussi, ne put retenir ses larmes. Mais un instant après, lorsqu'elle se fut dit que tout ce changement dans l'apparence de ce beau jeune homme était causé par le mariage de Clélia, elle eut des sentiments presque égaux en véhémence à ceux de l'archevêque, quoique plus habilement contenus. Elle eut la barbarie de parler longuement de certains détails pittoresques qui avaient signalé les fêtes charmantes données par le marquis Crescenzi. Fabrice ne répondait pas, mais ses yeux se fermèrent un peu par un mouvement convulsif, et il devint encore plus pâle qu'il ne l'était, ce qui d'abord eût semblé impossible. Dans ces moments de vive douleur, sa pâleur prenait une teinte verte. Le comte Mosca survint, et ce qu'il voyait, et qui lui semblait incroyable, le guérit enfin tout à fait de la jalousie que jamais Fabrice n'avait cessé de lui inspirer. Cet homme habile employa les tournures les plus délicates et les plus ingénieuses pour chercher à redonner à Fabrice quelque intérêt pour les choses de ce monde. Le comte avait toujours eu pour lui beaucoup d'estime et assez d'amitié. Cette amitié, n'étant plus contrebalancée par la jalousie, devint en ce moment presque dévouée. En effet, il a bien acheté sa belle fortune, se disait-il, en récapitulant ses malheurs. Sous prétexte de lui faire voir le tableau du Parmesan que le prince avait envoyé à la duchesse, le comte prit à part Fabrice. « Ah ça, mon ami, parlons en homme. Puis-je vous être bon à quelque chose ? Vous ne devez point redouter de questions de ma part. Mais enfin, l'argent peut-il vous être utile ? Le pouvoir peut-il vous servir ? Parlez, je suis à vos ordres. Si vous aimez mieux écrire, écrivez-moi. » Fabrice l'embrassa tendrement et parla du tableau. « Votre conduite est le chef-d'œuvre de la plus fine politique, » lui dit le comte en revenant au ton léger de la conversation. « Vous vous ménagez un avenir fort agréable. Le prince vous respecte, le peuple vous vénère. Votre petit habit noir râpé fait passer de mauvaises nuits à Monsignor Landriani. J'ai quelque habitude des affaires, et je puis vous jurer que je ne saurais quel conseil vous donner pour perfectionner ce que je vois. Votre premier pas dans le monde à 25 ans vous fait atteindre à la perfection. On parle beaucoup de vous à la cour. Et savez-vous à quoi vous devez cette distinction unique à votre âge ? Au petit habit noir râpé. La duchesse et moi, nous disposons, comme vous le savez, de l'ancienne maison de Pétrarque, sur cette belle colline au milieu de la forêt, aux environs du Pô. Si jamais vous êtes là des petits mauvais procédés de l'envie, j'ai pensé que vous pourriez être le successeur de Pétrarque, dont le renom augmentera le vôtre. » Le comte se mettait l'esprit à la torture pour faire naître un sourire sur cette figure d'Anachorète, mais il n'y put parvenir. Ce qui rendait le changement plus frappant, c'est qu'avant ces derniers temps, si la figure de Fabrice avait un défaut, c'était de présenter quelquefois, hors de propos, l'expression de la volupté et de la gaieté. Le comte ne le laissa point partir sans lui dire que, malgré son état de retraite, il y aurait peut-être de l'affectation à ne pas paraître à la cour le samedi suivant,
C'était le jour de naissance de la princesse. Ce mot fut un coup de poignard pour Fabrice. « Grand Dieu !» pensa-t-il, « que suis-je venu faire dans ce palais ?» Il ne pouvait penser sans frémir à la rencontre qu'il pouvait faire à la cour. Cette idée absorba toutes les autres. Il pensa que l'unique ressource qui lui restât était d'arriver au palais au moment précis où l'on ouvrirait les portes des salons. En effet, le nom de Monsignor del Dongo fut un des premiers annoncés à la soirée de grand gala, et la princesse le reçut avec toute la distinction possible. Les yeux de Fabrice étaient fixés sur la pendule, et, à l'instant où elle marqua la 20e minute de sa présence dans ce salon, il se levait pour prendre congé lorsque le prince entra chez sa mère. Après lui avoir fait la cour quelques instants, Fabrice se rapprochait de la porte par une savante manœuvre, lorsque vint éclater à ses dépens un de ces petits riens de cour que la grande maîtresse savait si bien ménager. Le chambellan de service lui courut après pour lui dire qu'il avait été désigné pour faire le whist du prince. À Parme, c'est un honneur insigne et bien au-dessus du rang que le coadjuteur occupait dans le monde. Faire le whist était un honneur marqué même pour l'archevêque. À la parole du chambellan, Fabrice se sentit percer le cœur, et quoique ennemi mortel de toute scène publique, il fut sur le point d'aller lui dire qu'il avait été saisi d'un étourdissement subit. Mais il pensa qu'il serait tombé à des questions et à des compliments de condoléances, plus intolérables encore que le jeu. Ce jour-là, il avait horreur de parler. Heureusement, le général des frères mineurs se trouvait au nombre des grands personnages qui étaient venus faire leur cour à la princesse. Ce moine, fort savant, digne émule des Fontana et des Duvoisin, s'était placé dans un coin reculé du salon. Fabrice prit poste debout devant lui, de façon à ne point apercevoir la porte d'entrée, et lui parla théologie. Mais il ne put faire que son oreille n'entendit pas annoncer « Monsieur le Marquis » et « Madame la Marquise Crescenzi ». Fabrice, contre son attente, éprouva un violent mouvement de colère. « Si j'étais Borso Valsera, se dit-il, c'était un des généraux du premier Sforcé. J'irais poignarder ce lourd marquis, précisément avec ce petit poignard à manche d'ivoire que Clélia me donna ce jour heureux, et je lui apprendrai s'il doit avoir l'insolence de se présenter avec cette marquise dans un lieu où je suis. » Sa physionomie changea tellement que le général des frères mineurs lui dit « Est-ce que votre Excellence se trouve incommodée ? J'ai un mal à la tête fou. Ces lumières me font mal. Et je ne reste que parce que j'ai été nommé pour la partie de whist du prince. » À ce mot, le général des frères mineurs, qui était un bourgeois, fut tellement déconcerté que, ne sachant plus que faire, il se mit à saluer Fabrice, lequel, de son côté, bien autrement troublé que le général des mineurs, se prit à parler avec une volubilité étrange. Il entendait qu'il se faisait un grand silence derrière lui et ne voulait pas regarder. Tout à coup, un archet frappa un pupitre. On joua une ritournelle, et la célèbre Madame P. chanta cet air de Cimarosa, autrefois si célèbre. « Quelle pupille ténérée !» Fabrice tint bon aux premières mesures, mais bientôt sa colère s'évanouit, et il éprouva un besoin extrême de répandre des larmes. « Grand Dieu !» se dit-il, « quelle scène ridicule, et avec mon habit encore !» Il crut plus sage de parler de lui. Ces maux de tête excessifs, quand je les contrarie, comme ce soir, dit-il au général des frères mineurs, finissent par des accès de larmes qui pourraient donner pâture à la médisance dans un homme de notre état. Ainsi, je prie votre révérence illustrissime de permettre que je pleure en la regardant et de n'y pas faire autrement attention. Notre père provincial de Catanzara est atteint de la même incommodité, dit le général des mineurs. Et il commença à voix basse une histoire infinie. Le ridicule de cette histoire, qui avait amené le détail des repas du soir de ce père provincial, fit sourire Fabrice, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Mais bientôt, il cessa d'écouter le général des mineurs. Madame P. chantait, avec un talent divin, un air de pergolaise.
La princesse aimait la musique surannée. Il se fit un petit bruit à 3 pas de Fabrice. Pour la première fois de la soirée, il détourna les yeux. Le fauteuil qui venait d'occasionner ce petit craquement sur le parquet était occupé par la marquise Crescenzi, dont les yeux, remplis de larmes, rencontrèrent en plein ceux de Fabrice, qui n'était guère en meilleur état. La marquise baissa la tête. Fabrice continua à la regarder quelques secondes. Il faisait connaissance avec cette tête chargée de diamants, mais son regard exprimait la colère et le dédain. Puis, se disant « Et mes yeux ne te regarderont jamais », il se retourna vers son père général et lui dit « Voici mon incommodité qui me prend plus fort que jamais. » En effet, Fabrice pleura à chaudes larmes pendant plus d'une demi-heure. Par bonheur, une symphonie de Mozart, horriblement écorchée, comme c'est l'usage en Italie, vint à son secours et l'aida à sécher ses larmes. Il tint ferme et ne tourna pas les yeux vers la marquise Crescenzi. Mais Madame P. chanta de nouveau, et l'âme de Fabrice, soulagée par les larmes, arriva à un état de repos parfait. Alors la vie lui apparut sous un nouveau jour. « Est-ce que je prétends, se dit-il, pouvoir l'oublier entièrement dès les premiers moments ? Cela me serait-il possible ?» Il arriva à cette idée. Puis-je être plus malheureux que je ne le suis depuis 2 mois ? Et si rien ne peut augmenter mon angoisse, pourquoi résister au plaisir de la voir ? Elle a oublié ses serments, elle est légère. Toutes les femmes ne le sont-elles pas ? Mais qui pourrait lui refuser une beauté céleste ? Elle a un regard qui me ravit en extase, tandis que je suis obligé de faire effort sur moi-même pour regarder les femmes qui passent pour les plus belles. Eh bien, pourquoi ne pas me laisser ravir ? Ce sera, du moins, un moment de répit. Fabrice avait quelque connaissance des hommes, mais aucune expérience des passions, sans quoi il se fût dit que ce plaisir d'un moment, auquel il allait céder, rendrait inutiles tous les efforts qu'il faisait depuis 2 mois pour oublier Clélia. Cette pauvre femme n'était venue à cette fête que forcée par son mari. Elle voulait du moins se retirer après une demi-heure, sous prétexte de santé. Mais le marquis lui déclara que faire avancer sa voiture pour partir, quand beaucoup de voitures arrivaient encore, serait une chose tout à fait hors d'usage, et qui pourrait même être interprétée comme une critique indirecte de la fête donnée par la princesse. « En ma qualité de chevalier d'honneur, ajouta le marquis, je dois me tenir dans le salon aux ordres de la princesse, jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. Il peut y avoir, et il y aura sans doute, des ordres à donner aux gens, ils sont si négligents. Et voulez-vous qu'un simple écuyer de la princesse usurpe cet honneur ?» Clélia se résigna. Elle n'avait pas vu Fabrice. Elle espérait encore qu'il ne serait pas venu à cette fête. Mais au moment où le concert allait commencer, la princesse ayant permis aux dames de s'asseoir, Clélia, fort peu alerte pour ces sortes de choses, se laissa ravir les meilleures places auprès de la princesse, et fut obligée de venir chercher un fauteuil au fond de la salle, jusque dans le coin reculé où Fabrice s'était réfugié. En arrivant à son fauteuil, le costume singulier en un tel lieu du général des frères mineurs arrêta ses yeux, et d'abord elle ne remarqua pas l'homme mince et revêtu d'un simple habit noir qui lui parlait. Toutefois, un certain mouvement secret arrêtait ses yeux sur cet homme. « Tout le monde ici a des uniformes ou des habits richement brodés. Quel peut être ce jeune homme en habit noir si simple ?» Elle le regardait profondément attentive lorsqu'une dame, en venant se placer, fit faire un mouvement à son fauteuil. Fabrice tourna la tête. Elle ne le reconnut pas, tant il était changé. D'abord, elle se dit « Voilà quelqu'un qui lui ressemble. Ce sera son frère aîné. » Mais je ne le croyais que de quelques années plus âgé que lui, et celui-ci est un homme de 40 ans. Tout à coup, elle le reconnut à un mouvement de la bouche. « Le malheureux ! Qu'il a souffert !» se dit-elle. Et elle baissa la tête accablée par la douleur, et non pour être fidèle à son vœu. Son cœur était bouleversé par la pitié. Qu'il était loin d'avoir cet air après 9 mois de prison. Elle ne le regarda plus,
mais, sans tourner précisément les yeux de son côté, elle voyait tous ses mouvements. Après le concert, elle le vit se rapprocher de la table de jeu du prince, placée à quelques pas du trône. Elle respira quand Fabrice fut ainsi fort loin d'elle. Mais le marquis Crescenzi avait été fort piqué de voir sa femme reléguée aussi loin du trône. Toute la soirée, il avait été occupé à persuader à une dame assise à 3 fauteuils de la princesse, et dont le mari lui avait des obligations d'argent, qu'elle ferait bien de changer de place avec la marquise. La pauvre femme résistant, comme il était naturel, il alla chercher le mari débiteur, qui fit entendre à sa moitié la triste voix de la raison. Et enfin, le marquis eut le plaisir de consommer l'échange, il alla chercher sa femme. « Vous serez toujours trop modeste, lui dit-il. Pourquoi marcher ainsi les yeux baissés ? On vous prendra pour une de ces bourgeoises tout étonnées de se trouver ici, et que tout le monde est étonné d'y voir. Cette folle de grande maîtresse n'en fait jamais d'autre. Et l'on parle de retarder les progrès du jacobinisme. Songez que votre mari occupe la première place mâle de la cour de la princesse. Et quand même les républicains parviendraient à supprimer la cour et même la noblesse, votre mari serait encore l'homme le plus riche de cet État. C'est là une idée que vous ne vous mettez point assez dans la tête. » Le fauteuil où le marquis eut le plaisir d'installer sa femme n'était qu'à 6 pas de la table de jeu du prince. Elle ne voyait Fabrice qu'en profil, mais elle le trouva tellement maigri, il avait surtout l'air tellement au-dessus de tout ce qui pouvait arriver en ce monde, lui qui, autrefois, ne laissait passer aucun incident sans dire son mot, qu'elle finit par arriver à cette affreuse conclusion. Fabrice était tout à fait changé. Il l'avait oublié. S'il était tellement maigri, c'était l'effet des jeûnes sévères auxquels sa piété se soumettait. Clélia fut confirmée dans cette triste idée par la conversation de tous ses voisins. Le nom du coadjuteur était dans toutes les bouches. On cherchait la cause de l'insigne faveur dont on le voyait l'objet. Lui, si jeune, être admis au jeu du prince ? On admirait l'indifférence polie et les airs de hauteur avec lesquels il jetait ses cartes, même quand il coupait son altesse. « Mais cela est incroyable !» s'écriaient de vieux courtisans. « La faveur de sa tante lui tourne tout à fait la tête. Mais, grâce au ciel, cela ne durera pas. Notre souverain n'aime pas que l'on prenne de ces petits airs de supériorité. » La duchesse s'approcha du prince. Les courtisans qui se tenaient à distance fort respectueuse de la table de jeu, de façon à ne pouvoir entendre de la conversation du prince que quelques mots au hasard, remarquèrent que Fabrice rougissait beaucoup. « Sa tante lui aura fait la leçon, se dirent-ils, sur ses grands airs d'indifférence. » Fabrice venait d'entendre la voix de Clélia. Elle répondait à la princesse qui, en faisant son tour dans le bal, avait adressé la parole à la femme de son chevalier d'honneur. Arriva le moment où Fabrice dut changer de place au whist. Alors, il se trouva précisément en face de Clélia et se livra plusieurs fois au bonheur de la contempler. La pauvre marquise, se sentant regardée par lui, perdait tout à fait contenance. Plusieurs fois, elle oublia ce qu'elle devait à son vœu. Dans son désir de deviner ce qui se passait dans le cœur de Fabrice, elle fixait les yeux sur lui. Le jeu du prince terminé, les dames se levèrent pour passer dans la salle du souper. Il y eut un peu de désordre. Fabrice se trouva tout près de Clélia. Il était encore très résolu, mais il vint à reconnaître un parfum très faible qu'elle mettait dans ses robes. Cette sensation renversa tout ce qu'il s'était promis. Il s'approcha d'elle et prononça à demi-voix et comme se parlant à soi-même 2 vers de ce sonnet de Pétrarque qu'il lui avait envoyé du lac Majeur, imprimé sur un mouchoir de soie. « Quel n'était pas mon bonheur quand le vulgaire me croyait malheureux, et maintenant que mon sort est changé. » « Non, il ne m'a point oublié, » se dit Clélia avec un transport de joie. « Cette belle âme n'est point inconstante. » « Non, vous ne me verrez jamais changer. Beaux yeux qui m'avez appris à aimer. » Clélia osa se répéter à elle-même ces 2 vers de Pétrarque. La princesse se retira aussitôt après le souper.
Le prince l'avait suivie jusque chez elle et ne reparut point dans les salles de réception. Dès que cette nouvelle fut connue, tout le monde voulut partir à la fois. Il y eut un désordre complet dans les antichambres. Clélia se trouva tout près de Fabrice. Le profond malheur peint dans ses traits lui fit pitié. « Oublions le passé, lui dit-elle, et gardez ce souvenir d'amitié. » En disant ces mots, elle plaçait son éventail de façon à ce qu'il pût le prendre. Tout changea aux yeux de Fabrice. En un instant, il fut un autre homme. Dès le lendemain, il déclara que sa retraite était terminée et revint prendre son magnifique appartement au palais Sanseverina. L'archevêque dit et crut que la faveur que le prince lui avait faite en l'admettant à son jeu avait fait perdre entièrement la tête à ce nouveau saint. La duchesse vit qu'il était d'accord avec Clélia. Cette pensée, venant redoubler le malheur que donnait le souvenir d'une promesse fatale, acheva de la déterminer à faire une absence. On admira sa folie. Quoi ? S'éloigner de la cour au moment où la faveur dont elle était l'objet paraissait sans bornes ? Le comte, parfaitement heureux depuis qu'il voyait qu'il n'y avait point d'amour entre Fabrice et la duchesse, disait à son ami : « Ce nouveau prince est la vertu incarnée, mais je l'ai appelé cet enfant. Me pardonnera-t-il jamais ? Je ne vois qu'un moyen de me remettre excellemment bien avec lui. C'est l'absence. Je vais me montrer parfait de grâce et de respect, après quoi je suis malade et je demande mon congé. Vous me le permettrez, puisque la fortune de Fabrice est assurée. Mais me ferez-vous le sacrifice immense, ajouta-t-il en riant, de changer le titre sublime de duchesse contre un autre bien inférieur ? Pour m'amuser, je laisse toutes les affaires ici dans un désordre inextricable. J'avais 4 ou 5 travailleurs dans mes divers ministères. Je les ai fait mettre à la pension depuis 2 mois, parce qu'ils lisent les journaux français, et je les ai remplacés par des nigauds incroyables. Après notre départ, le prince se trouvera dans un tel embarras que, malgré l'horreur qu'il a pour le caractère de Rassi, je ne doute pas qu'il ne soit obligé de le rappeler, et moi, je n'attends qu'un ordre du tyran qui dispose de mon sort pour écrire une lettre de tendre amitié à mon ami Rassi, et lui dire que j'ai tout lieu d'espérer que, bientôt, on rendra justice à son mérite. Chapitre 27. Cette conversation sérieuse eut lieu le lendemain du retour de Fabrice au palais Sanseverina. La duchesse était encore sous le coup de la joie qui éclatait dans toutes les actions de Fabrice. « Ainsi, se disait-elle, cette petite dévote m'a trompée. Elle n'a pas su résister à son amant seulement pendant 3 mois. » La certitude d'un dénouement heureux avait donné à cet être si pusillanime, le jeune prince, le courage d'aimer. Il eut quelque connaissance des préparatifs de départ que l'on faisait au palais Sanseverina, et son valet de chambre français, qui croyait peu à la vertu des grandes dames, lui donna du courage à l'égard de la duchesse. Ernest V se permit une démarche qui fut sévèrement blâmée par la princesse et par tous les gens sensés de la cour. Le peuple y vit le sceau de la faveur étonnante dont jouissait la duchesse. Le prince vint la voir dans son palais. « Vous partez ?» lui dit-il d'un ton sérieux qui parut odieux à la duchesse. « Vous partez. Vous allez me trahir et manquer à vos serments. Et pourtant, si j'eusse tardé 10 minutes à vous accorder la grâce de Fabrice, il était mort. Et vous me laissez malheureux, et sans vos serments, je n'eusse jamais eu le courage de vous aimer comme je fais. Vous n'avez donc pas d'honneur ? Réfléchissez mûrement, mon prince. Dans toute votre vie, y a-t-il eu d'espace égal en bonheur aux 4 mois qui viennent de s'écouler ? Votre gloire comme souverain, et, j'ose le croire, votre bonheur comme homme aimable, ne se sont jamais élevés à ce point. Voici le traité que je vous propose. Si vous daignez y consentir, je ne serai pas votre maîtresse pour un instant fugitif, et en vertu d'un serment extorqué par la peur, mais je consacrerai tous les instants de ma vie à faire votre félicité. Je serai toujours ce que j'ai été depuis 4 mois, et peut-être l'amour viendra-t-il couronner l'amitié. Je ne jurerai pas du contraire. » « Eh bien, dit le prince ravi, prenez un autre rôle, soyez plus encore,
régnez à la fois sur moi et sur mes États, soyez mon premier ministre. Je vous offre un mariage tel qu'il est permis par les tristes convenances de mon rang. Nous en avons un exemple près de nous. Le roi de Naples vient d'épouser la duchesse de Partana. Je vous offre tout ce que je puis faire, un mariage du même genre. Je vais ajouter une idée de triste politique pour vous montrer que je ne suis plus un enfant et que j'ai réfléchi à tout. Je ne vous ferai point valoir la condition que je m'impose d'être le dernier souverain de ma race, le chagrin de voir de mon vivant les grandes puissances disposer de ma succession. Je bénis ces désagréments fort réels, puisqu'ils m'offrent un moyen de plus de vous prouver mon estime et ma passion. La duchesse n'hésita pas un instant. Le prince l'ennuyait, et le comte lui semblait parfaitement aimable. Il n'y avait au monde qu'un homme qu'on pût lui préférer. D'ailleurs, elle régnait sur le comte, et le prince, dominé par les exigences de son rang, eût plus ou moins régné sur elle. Et puis, il pouvait devenir inconstant et prendre des maîtresses. La différence d'âge semblerait, dans peu d'années, lui en donner le droit. Dès le premier instant, la perspective de s'ennuyer avait décidé de tout. Toutefois, la duchesse, qui voulait être charmante, demanda la permission de réfléchir. Il serait trop long de rapporter ici les tournures de phrases presque tendres et les termes infiniment gracieux dans lesquels elle sut envelopper son refus. Le prince se mit en colère. Il voyait tout son bonheur lui échapper. Que devenir après que la duchesse aurait quitté sa cour ? D'ailleurs, quelle humiliation d'être refusée ! Enfin, qu'est-ce que va me dire mon valet de chambre français quand je lui conterai ma défaite ? La duchesse eut l'art de calmer le prince et de ramener peu à peu la négociation à ses véritables termes. Si votre Altesse daigne consentir à ne point presser l'effet d'une promesse fatale et horrible à mes yeux, comme me faisant encourir mon propre mépris, je passerai ma vie à sa cour, et cette cour sera toujours ce qu'elle a été cet hiver. Tous mes instants seront consacrés à contribuer à son bonheur comme homme et à sa gloire comme souverain. Si elle exige que j'obéisse à mon serment, elle aura flétri le reste de ma vie, et à l'instant elle me verra quitter ses états pour n'y jamais rentrer. Le jour où j'aurai perdu l'honneur sera aussi le dernier jour où je vous verrai. Mais le prince était obstiné comme les êtres pusillanimes. D'ailleurs, son orgueil d'homme et de souverain était irrité du refus de sa main. Il pensait à toutes les difficultés qu'il eût eu à surmonter pour faire accepter ce mariage, et que pourtant il s'était résolu à vaincre. Durant 3 heures, on se répéta de part et d'autre les mêmes arguments, souvent mêlés de mots fort vifs. Le prince s'écria : « Vous voulez donc me faire croire, madame, que vous manquez d'honneur ? Si j'eusse hésité aussi longtemps le jour où le général Fabio Conti donnait du poison à Fabrice, vous seriez occupé aujourd'hui à lui élever un tombeau dans une des églises de Parme. » « Non pas à Parme, certes, dans ce pays d'empoisonneurs. »« Eh bien, partez, madame la duchesse, » reprit le prince avec colère, « et vous emporterez mon mépris. » Comme il s'en allait, la duchesse lui dit à voix basse : « Eh bien, présentez-vous ici à 10 heures du soir, dans le plus strict incognito, et vous ferez un marché de dupes. Vous m'aurez vu pour la dernière fois, et j'eusse consacré ma vie à vous rendre aussi heureux qu'un prince absolu peut l'être dans ce siècle de Jacobins. Et songez à ce que sera votre cour quand je n'y serai plus pour la tirer par force de sa platitude et de sa méchanceté naturelle. De votre côté, vous refusez la couronne de Parme, et mieux que la couronne, car vous n'eussiez point été une princesse vulgaire, épousée par politique, et qu'on n'aime point. Mon cœur est tout à vous, et vous vous fussiez vue à jamais la maîtresse absolue de mes actions comme de mon gouvernement. Oui, mais la princesse votre mère eût eu le droit de me mépriser comme une vile intrigante. Eh bien, j'eusse exilé la princesse avec une pension. » Il y eut encore 3/4 d'heure de répliques incisives. Le prince, qui avait l'âme délicate, ne pouvait se résoudre ni à user de son droit, ni à laisser partir la duchesse. On lui avait dit qu'après le premier moment obtenu, n'importe comment, les femmes reviennent.
Chassé par la duchesse indignée, il osa reparaître tout tremblant et fort malheureux à 10h moins 3 minutes. À 10h30, la duchesse montait en voiture et partait pour Bologne. Elle écrivit au comte dès qu'elle fut hors des états du prince. « Le sacrifice est fait. Ne me demandez pas d'être gai pendant 1 mois. Je ne verrai plus Fabrice. Je vous attends à Bologne, et quand vous voudrez, je serai la comtesse Mosca. Je ne vous demande qu'une chose, ne me forcez jamais à reparaître dans le pays que je quitte. Et songez toujours qu'au lieu de 150 000 livres de rente, vous allez en avoir 30 ou 40 tout au plus. Tous les sots vous regardaient bouche béante, et vous ne serez plus considérés qu'autant que vous voudrez bien vous abaisser à comprendre toutes leurs petites idées. Tu l'as voulu, Georges Dandin. 8 jours après, le mariage se célébrait à Pérouse, dans une église où les ancêtres du comte ont leur tombeau. Le prince était au désespoir. La duchesse avait reçu de lui 3 ou 4 courriers et n'avait pas manqué de lui renvoyer sous enveloppe ses lettres non décachetées. Ernest V avait fait un traitement magnifique au comte et donné le grand cordon de son ordre à Fabrice. C'est là surtout ce qui m'a plu de ces adieux. Nous nous sommes séparés, disait le comte à la nouvelle comtesse Mosca della Rovere, les meilleurs amis du monde. Il m'a donné un grand cordon espagnol et des diamants qui valent bien le grand cordon. Il m'a dit qu'il me ferait duc s'il ne voulait se réserver ce moyen pour vous rappeler dans ses états. Je suis donc chargé de vous déclarer, belle mission pour un mari, que si vous daignez revenir à Parme, ne fût-ce que pour 1 mois, je serai fait duc, sous le nom que vous choisirez, et vous aurez une belle terre. C'est ce que la duchesse refusa avec une sorte d'horreur. Après la scène qui s'était passée au bal de la cour, et qui semblait assez décisive, Clélia parut ne plus se souvenir de l'amour qu'elle avait semblé partager un instant. Les remords les plus violents s'étaient emparés de cette âme vertueuse et croyante. C'est ce que Fabrice comprenait fort bien, et malgré toutes les espérances qu'il cherchait à se donner, un sombre malheur ne s'en était pas moins emparé de son âme. Cette fois cependant, le malheur ne le conduisit point dans la retraite, comme à l'époque du mariage de Clélia. Le comte avait prié son neveu de lui mander avec exactitude ce qui se passait à la cour, et Fabrice, qui commençait à comprendre tout ce qui lui devait, s'était promis de remplir cette mission en honnête homme. Ainsi que la ville et la cour, Fabrice ne doutait pas que son ami n'eût le projet de revenir au ministère, et avec plus de pouvoir qu'il n'en avait jamais eu. Les prévisions du comte ne tardèrent pas à se vérifier. Moins de 6 semaines après son départ, Rassi était Premier ministre. Fabio Conti, ministre de la guerre, et les prisons que le comte avait presque vidées se remplissaient de nouveau. Le prince, en appelant ces gens-là au pouvoir, crut se venger de la duchesse. Il était fou d'amour et haïssait surtout le comte Mosca comme un rival. Fabrice avait bien des affaires. Monseigneur Landriani, âgé de 72 ans, étant tombé dans un grand état de langueur et ne sortant presque plus de son palais, c'était au coadjuteur à s'acquitter de presque toutes ses fonctions. La marquise Crescenzi, accablée de remords et effrayée par le directeur de sa conscience, avait trouvé un excellent moyen pour se soustraire au regard de Fabrice. Prenant prétexte de la fin d'une première grossesse, elle s'était donné pour prison son propre palais. Mais ce palais avait un immense jardin. Fabrice sut y pénétrer et plaça dans l'allée que Clélia affectionnait le plus des fleurs arrangées en bouquets et disposées dans un ordre qui leur donnait un langage. Comme jadis, elle lui en faisait parvenir tous les soirs dans les derniers jours de sa prison à la tour Farnèse. La marquise fut très irritée de cette tentative. Les mouvements de son âme étaient dirigés tantôt par les remords, tantôt par la passion. Durant plusieurs mois, elle ne se permit pas de descendre une seule fois dans le jardin de son palais. Elle se faisait même scrupule d'y jeter un regard. Fabrice commençait à croire qu'il s'était séparé d'elle pour toujours, et le désespoir commençait aussi à s'emparer de son âme. Le monde où il passait sa vie lui déplaisait mortellement, et s'il n'eût été intimement persuadé que le comte ne pouvait trouver la paix de l'âme hors du ministère, il se fut mis en retraite dans son petit appartement de l'archevêché.
Il lui eût été doux de vivre tout à cette pensée et de n'entendre plus la voix humaine que dans l'exercice officiel de ses fonctions. Mais, se disait-il, dans l'intérêt du comte et de la comtesse Mosca, personne ne peut me remplacer. Le prince continuait à le traiter avec une distinction qui le plaçait au premier rang dans cette cour, et cette faveur, il la devait en grande partie à lui-même. L'extrême réserve, qui, chez Fabrice, provenait d'une indifférence allant jusqu'au dégoût pour toutes les affectations ou les petites passions qui remplissaient la vie des hommes, avait piqué la vanité du jeune prince. Il disait souvent que Fabrice avait autant d'esprit que sa tante. L'âme candide du prince s'apercevait à demi d'une vérité. C'est que personne n'approchait de lui avec les mêmes dispositions de cœur que Fabrice. Ce qui ne pouvait échapper, même au vulgaire des courtisans, c'est que la considération obtenue par Fabrice n'était point celle d'un simple coadjuteur, mais l'emportait même sur les égards que le souverain montrait à l'archevêque. Fabrice écrivait au comte que si jamais le prince avait assez d'esprit pour s'apercevoir du gâchis dans lequel les ministres Rassi, Fabio Conti, Zurla et autres, de même force, avaient jeté ses affaires, lui, Fabrice, serait le canal naturel par lequel il ferait une démarche, sans trop compromettre son amour-propre. Sans le souvenir du mot fatal, cet enfant, disait-il à la comtesse Mosca, appliqué par un homme de génie à une auguste personne, l'auguste personne se serait déjà écriée « Revenez bien vite et chassez-moi tous ces va-nu-pieds !» Dès aujourd'hui, si la femme de l'homme de génie daignait faire une démarche, si peu significative qu'elle fût, on rappellerait le comte avec transport. Mais il rentrera par une bien plus belle porte s'il veut attendre que le fruit soit mûr. Du reste, on s'ennuie à ravir dans les salons de la princesse. On n'y a, pour se divertir, que la folie du Rassi, qui, depuis qu'il est comte, est devenu maniaque de noblesse. On vient de donner des ordres sévères pour que toute personne qui ne peut pas prouver 8 quartiers de noblesse n'ose plus se présenter aux soirées de la princesse. Ce sont les termes du rescrit. Tous les hommes qui sont en possession d'entrer le matin dans la grande galerie et de se trouver sur le passage du souverain lorsqu'il se rend à la messe continueront à jouir de ce privilège. Mais les nouveaux arrivants devront faire preuve des 8 quartiers. Sur quoi, l'on a dit qu'on voit bien que Rassi est sans quartier. On pense que de telles lettres n'étaient point confiées à la poste. La comtesse Mosca répondait de Naples. « Nous avons un concert tous les jeudis et conversation tous les dimanches. On ne peut pas se remuer dans nos salons. Le comte est enchanté de ses fouilles, il y consacre 1000 francs par mois et vient de faire venir des ouvriers des montagnes de la Bruse, qui ne lui coûtent que 23 sous par jour. Tu devrais bien venir nous voir. Voici plus de 20 fois, monsieur l'ingrat, que je vous fais cette sommation. » Fabrice n'avait garde d'obéir. La simple lettre qu'il écrivait tous les jours au comte ou à la comtesse lui semblait une corvée presque insupportable. On lui pardonnera quand on saura qu'une année entière se passa ainsi sans qu'il pût adresser une parole à la marquise. Toutes ces tentatives pour établir quelque correspondance avaient été repoussées avec horreur. Le silence habituel que, par ennui de la vie, Fabrice gardait partout, excepté dans l'exercice de ses fonctions et à la cour, joint à la pureté parfaite de ses mœurs, l'avait mis dans une vénération si extraordinaire qu'il se décida enfin à obéir aux conseils de sa tante. « Le prince a pour toi une vénération telle, lui écrivait-elle, qu'il faut attendre bientôt à une disgrâce. Il te prodiguera les marques d'inattention et les mépris atroces des courtisans suivront les siens. Ces petits despotes, si honnêtes qu'ils soient, sont changeants comme la mode. Et par la même raison, l'ennui. Tu ne peux trouver de force contre le caprice du souverain que dans la prédication. Tu improvises si bien en vers. Essaye de parler une demi-heure sur la religion. Tu diras des hérésies dans les commencements, mais paye un théologien savant et discret qui assistera à tes sermons et t'avertira de tes fautes. Tu les répareras le lendemain. » Le genre de malheur que porte dans l'âme un amour contrarié fait que toute chose demandant de l'attention et de l'action devient une atroce corvée. Mais Fabrice se dit que son crédit sur le peuple, s'il en acquérait,
pourrait un jour être utile à sa tante et au comte, pour lequel sa vénération augmentait tous les jours, à mesure que les affaires lui apprenaient à connaître la méchanceté des hommes. Il se détermina à prêcher, et son succès, préparé par sa maigreur et son habit râpé, fut sans exemple. On trouvait dans ses discours un parfum de tristesse profonde, qui, réuni à sa charmante figure et au récit de la haute faveur dont il jouissait à la cour, enleva tous les cœurs de femmes. Elles inventèrent qu'il avait été un des plus braves capitaines de l'armée de Napoléon. Bientôt, ce fait absurde fut hors de doute. On faisait garder des places dans les églises où il devait prêcher. Les pauvres s'y établissaient par spéculation dès 5 heures du matin. Le succès fut tel que Fabrice eut enfin l'idée qui changea tout dans son âme. Que, ne fût-ce que par simple curiosité, la marquise Crescenzi pourrait bien un jour venir assister à l'un de ses sermons. Tout à coup, le public ravi s'aperçut que son talent redoublait. Il se permettait, quand il était ému, des images dont la hardiesse eût fait frémir les orateurs les plus exercés. Quelquefois, s'oubliant soi-même, il se livrait à des moments d'inspiration passionnée, et tout l'auditoire fondait en larmes. Mais c'était en vain que son œil agrotato cherchait, parmi tant de figures tournées vers la chair, celle dont la présence eût été pour lui un si grand événement. « Mais si jamais j'ai ce bonheur, se dit-il, ou je me trouverai mal, ou je resterai absolument court. » Pour parer à ce dernier inconvénient, il avait composé une sorte de prière tendre et passionnée qu'il plaçait toujours dans sa chaire, sur un tabouret. Il avait le projet de se mettre à lire ce morceau si jamais la présence de la marquise venait le mettre hors d'état de trouver un mot. Il apprit un jour, par ceux des domestiques du marquis qui étaient à sa solde, que des ordres avaient été donnés afin que l'on préparât pour le lendemain la loge de la Casa Crescenzi au Grand Théâtre. Il y avait une année que la marquise n'avait paru à aucun spectacle, et c'était un ténor qui faisait fureur et remplissait la salle tous les soirs, qui la faisait déroger à ses habitudes. Le premier mouvement de Fabrice fut une joie extrême. « Enfin, je pourrai la voir toute une soirée. On dit qu'elle est bien pâle. » Et il cherchait à se figurer ce que pouvait être cette tête charmante, avec des couleurs à demi effacées par les combats de l'âme. Son ami Ludovic, tout consterné de ce qu'il appelait la folie de son maître, trouva, mais avec beaucoup de peine, une loge au 4e rang, presque en face de celle de la marquise. Une idée se présenta à Fabrice. « J'espère lui donner l'idée de venir au sermon, et je choisirai une église fort petite afin d'être en état de bien la voir. » Fabrice prêchait ordinairement à 3 heures. Dès le matin du jour où la marquise devait aller au spectacle, il fit annoncer qu'un devoir de son état le retenant à l'archevêché pendant toute la journée, il prêcherait par extraordinaire à 8h30 du soir, dans la petite église de Sainte-Marie de la Visitation, située précisément en face d'une des ailes du palais Crescenzi. Ludovic présenta de sa part une quantité énorme de cierges aux religieuses de la Visitation, avec prière d'illuminer à jour leur église. Il eut toute une compagnie de grenadiers de la garde, et l'on plaça une sentinelle, la baïonnette au bout du fusil, devant chaque chapelle pour empêcher les vols. Le sermon n'était annoncé que pour 8h30, et à 2h, l'église étant entièrement remplie, l'on peut se figurer le tapage qu'il y eut dans la rue solitaire que dominait la noble architecture du palais Crescenzi. Fabrice avait fait annoncer qu'en l'honneur de Notre-Dame de Pitié, il prêcherait sur la pitié qu'une âme généreuse doit avoir pour un malheureux, même quand il serait coupable. Déguisé avec tout le soin possible, Fabrice gagna sa loge au théâtre au moment de l'ouverture des portes, et quand rien n'était encore allumé. Le spectacle commença vers 8h. Et quelques minutes après, il eut cette joie qu'aucun esprit ne peut concevoir s'il ne l'a pas éprouvée. Il vit la porte de la loge Crescenzi s'ouvrir. Peu après, la marquise entra. Il ne l'avait pas vue aussi bien depuis le jour où elle lui avait donné son éventail. Fabrice crut qu'il suffoquerait de joie. Il sentait des mouvements si extraordinaires qu'il se dit « Peut-être je vais mourir ».
Quelle façon charmante de finir sa vie si triste. Peut-être je vais tomber dans cette loge. Les fidèles réunis à la visitation ne me verront point arriver, et demain ils apprendront que leur futur archevêque s'est oublié dans une loge de l'opéra, et encore déguisé en domestique et couvert d'une livrée. Adieu toute ma réputation. Et que me fait ma réputation? Toutefois, vers les 8h15, Fabrice fit effort sur lui-même. Il quitta sa loge des 4e et eut toutes les peines du monde à gagner, à pied, le lieu où il devait quitter son habit de demi-livrée et prendre un vêtement plus convenable. Ce ne fut que vers les 9h qu'il arriva à la visitation, dans un état de pâleur et de faiblesse tel que le bruit se répandit dans l'église que monsieur le coadjuteur ne pourrait pas prêcher ce soir-là. On peut juger des soins que lui prodiguèrent les religieuses, à la grille de leur parloir intérieur où il s'était réfugié. Ces dames parlaient beaucoup. Fabrice demanda à être seul quelques instants, puis il courut à sa chaire. Un de ses aides de camp lui avait annoncé, vers les 3h, que l'église de la Visitation était entièrement remplie par des gens appartenant à la dernière classe et attirés apparemment par le spectacle de l'illumination. En entrant en chaire, Fabrice fut agréablement surpris de trouver toutes les chaises occupées par les jeunes gens à la mode et par les personnages de la plus haute distinction. Quelques phrases d'excuses commencèrent son sermon et furent reçues avec des cris comprimés d'admiration. Ensuite vint la description passionnée du malheureux dont il faut avoir pitié pour honorer dignement la Madone de Pitié, qui, elle-même, a tant souffert sur la terre. L'orateur était fort ému. Il y avait des moments où il pouvait à peine prononcer les mots de façon à être entendu dans toutes les parties de cette petite église. Aux yeux de toutes les femmes et de bon nombre des hommes, il avait l'air lui-même du malheureux dont il fallait prendre pitié, tant sa pâleur était extrême. Quelques minutes après les phrases d'excuses par lesquelles il avait commencé son discours, on s'aperçut qu'il était hors de son assiette ordinaire. On le trouvait ce soir-là d'une tristesse plus profonde et plus tendre que de coutume. Une fois, on lui vit les larmes aux yeux. À l'instant, il s'éleva dans l'auditoire un sanglot général et si bruyant que le sermon en fut tout à fait interrompu. Cette première interruption fut suivie de 10 autres. On poussait des cris d'admiration, il y avait des éclats de larmes. On entendait à chaque instant des cris tels que « Ah, Sainte Madone ! Ah, grand Dieu !» L'émotion était si générale et si invincible dans ce public d'élite que personne n'avait honte de pousser des cris, et les gens qui y étaient entraînés ne semblaient point ridicules à leurs voisins. Au repos qu'il est d'usage de prendre au milieu du sermon, on dit à Fabrice qu'il n'était resté absolument personne au spectacle. Une seule dame se voyait encore dans sa loge, la marquise Crescenzi. Pendant ce moment de repos, on entendit tout à coup beaucoup de bruit dans la salle. C'étaient les fidèles qui votaient une statue à monsieur le coadjuteur. Son succès dans la seconde partie du discours fut tellement fou et mondain, les élans de contrition chrétienne furent tellement remplacés par des cris d'admiration tout à fait profanes, qu'il crut devoir adresser, en quittant la chaire, une sorte de réprimande aux auditeurs. Sur quoi tous sortirent à la fois, avec un mouvement qui avait quelque chose de singulier et de compassé, et, en arrivant à la rue, tous se mettaient à applaudir avec fureur et à crier « Eh, viva del Dongo !» Fabrice consulta sa montre avec précipitation et courut à une petite fenêtre grillée qui éclairait l'étroit passage de l'orgue à l'intérieur du couvent. Par politesse envers la foule incroyable et insolite qui remplissait la rue, le Suisse du palais Crescenzi avait placé une 12aine de torches dans ses mains de fer que l'on voit sortir des murs de face des palais bâtis au Moyen-Âge. Après quelques minutes, et longtemps avant que les cris eussent cessé, l'événement que Fabrice attendait avec tant d'anxiété arriva. La voiture de la marquise, revenant du spectacle, parut dans la rue. Le cocher fut obligé de s'arrêter. Et ce ne fut qu'au plus petit pas, et à force de cris,
que la voiture put gagner la porte. La marquise avait été touchée de la musique sublime, comme le sont les cœurs malheureux, mais bien plus encore de la solitude parfaite du spectacle lorsqu'elle en apprit la cause. Au milieu du second acte, et le ténor admirable étant en scène, les gens même du parterre avaient tout à coup déserté leur place pour aller tenter fortune et essayer de pénétrer dans l'église de la Visitation. La marquise, se voyant arrêtée par la foule devant sa porte, fondit en larmes. « Je n'avais pas fait un mauvais choix, » se dit-elle. Mais précisément à cause de ce moment d'attendrissement, elle résista avec fermeté aux instances du marquis et de tous les amis de la maison, qui ne concevaient pas qu'elle n'allât point voir un prédicateur aussi étonnant. « Enfin, disait-on, il l'emporte même sur le meilleur ténor de l'Italie. »« Si je le vois, je suis perdue, » se disait la marquise. Ce fut en vain que Fabrice, dont le talent semblait plus brillant chaque jour, prêcha encore plusieurs fois dans cette même petite église, voisine du palais Crescenzi. Jamais il n'aperçut Clélia, qui même à la fin prit de l'humeur de cette affectation à venir troubler sa rue solitaire après l'avoir déjà chassée de son jardin. En parcourant les figures de femmes qui l'écoutaient, Fabrice remarquait depuis assez longtemps une petite figure brune fort jolie et dont les yeux jetaient des flammes. Ces yeux magnifiques étaient ordinairement baignés de larmes dès la 8e ou 10e phrase du sermon. Quand Fabrice était obligé de dire des choses longues et ennuyeuses pour lui-même, il reposait assez volontiers ses regards sur cette tête dont la jeunesse lui plaisait. Il apprit que cette jeune personne s'appelait Annetta Marini, fille unique et héritière du plus riche marchand drapier de Parme, mort quelques mois auparavant. Bientôt, le nom de cette Annetta Marini, fille du drapier, fut dans toutes les bouches. Elle était devenue éperdument amoureuse de Fabrice. Lorsque les fameux sermons commencèrent, son mariage était arrêté avec Giacomo Rassi, fils aîné du ministre de la Justice, lequel ne lui déplaisait point. Mais à peine eut-elle entendu 2 fois Monseigneur Fabrice qu'elle déclara qu'elle ne voulait plus se marier. Et, comme on lui demandait la cause d'un si singulier changement, elle répondit qu'il n'était pas digne d'une honnête fille d'épouser un homme en se sentant éperdument éprise d'un autre. Sa famille chercha d'abord sans succès quel pouvait être cet autre. Mais les larmes brûlantes qu'Annetta versait au sermon mirent sur la voie de la vérité. Sa mère et ses oncles lui ayant demandé si elle aimait Monseigneur Fabrice, elle répondit avec hardiesse que, puisqu'on avait découvert la vérité, elle ne s'avilirait point par un mensonge. Elle ajouta que, n'ayant aucun espoir d'épouser l'homme qu'elle adorait, elle voulait du moins n'avoir plus les yeux offensés par la figure ridicule du Contino Rassi. Ce ridicule, donné au fils d'un homme que poursuivait l'envie de toute la bourgeoisie, devint, en 2 jours, l'entretien de toute la ville. La réponse d'Annetta Marini parut charmante, et tout le monde la répéta. On en parla au palais Crescenzi, comme on en parlait partout. Clélia se garda bien d'ouvrir la bouche sur un tel sujet dans son salon, mais elle fit des questions à sa femme de chambre, et, le dimanche suivant, après avoir entendu la messe à la chapelle de son palais, elle fit monter sa femme de chambre dans sa voiture et alla chercher une seconde messe à la paroisse de mademoiselle Marini. Elle y trouva réunis tous les beaux de la ville attirés par le même motif. Ces messieurs se tenaient debout près de la porte. Bientôt, au grand mouvement qui se fit parmi eux, la marquise comprit que cette mademoiselle Marini entrait dans l'église. Elle se trouva fort bien placée pour la voir, et, malgré sa piété, ne donna guère d'attention à la messe. Clélia trouva à cette beauté bourgeoise un petit air décidé qui, suivant elle, eût pu convenir tout au plus à une femme mariée depuis plusieurs années. Du reste, elle était admirablement bien prise dans sa petite taille, et ses yeux, comme l'on dit en Lombardie, semblaient faire la conversation avec les choses qu'il regardait. La marquise s'enfuit avant la fin de la messe. Dès le lendemain, les amis de la maison Crescenzi, lesquels venaient tous les soirs passer la soirée, racontèrent
un nouveau trait ridicule de l'Annetta Marini. Comme sa mère, craignant quelque folie de sa part, ne laissait que peu d'argent à sa disposition, Annetta était allée offrir une magnifique bague en diamant, cadeau de son père, au célèbre Hayet, alors à Parme pour les salons du palais Crescenzi, et lui demander le portrait de M. Del Dongo. Mais elle voulut que ce portrait fût vêtu simplement de noir, et non point en habit de prêtre. Or, la veille, la mère de la petite Annetta avait été bien surprise, et encore plus scandalisée, de trouver dans la chambre de sa fille un magnifique portrait de Fabrice Del Dongo, entouré du plus beau cadre que l'on eût doré à Parme depuis 20 ans.